Good morning, good afternoon, good evening, dear participants. It's a great pleasure. Bonjour, bon après-midi, chers participants. C'est un grand plaisir de vous accueillir pour cette session sur le renforcement des solidarités durables. Nous avons donc Madame Graciela Schneier-Badanes qui va être la modératrice aujourd'hui. Vous avez la parole. Bonjour à tous, bonjour à cette session d'Omega 2022. Nous allons maintenant parler de renforcement des solidarités pour le développement durable et je suis ravie d'accueillir notre premier présentateur. Il s'agit de Madame Ang Tatour, mais d'abord, nous allons faire des présentations en commençant par moi-même. Je vais donc faire ma présentation et puis ensuite, je vais présenter les panélistes. Mais étant donné qu'il y a deux très grandes équipes parmi les orateurs, je demanderai aux orateurs eux-mêmes de présenter leurs équipes et leur travail pour que tout le monde puisse comprendre la logique du processus. Et ensuite, suite à chaque présentation, nous organiserons une session de questions-réponses avec le système de chat dans Zoom. Et puis, nous allons faire une petite conclusion où j'inclurai vos commentaires, mais également les questions et les réponses. Je m'appelle Graciela Schneier-Badanes. Comme vous avez entendu dans mon accent, je suis hispanophone, je suis architecte argentine et je suis établie en France. J'ai un diplôme en géographie. Nous parlons des échelles et des niveaux aujourd'hui. Alors, je vais être votre modératrice et je vais essayer de soulever quelques questions qui sont susceptibles de vous intéresser tous. D'abord, quelques mots sur mon rôle en tant que modératrice. Je suis membre d'AXO, qui est l'un des organisateurs principaux de cette organisation. Et ARSO a quelque chose de très spécifique. Leur objectif est de rassembler des professionnels, des chercheurs et la société civile. Donc, vous allez constater dans vos présentations et également dans nos échanges que nous allons vraiment porter notre attention sur cet aspect de fédérer les capacités, les expertises ainsi que les connaissances. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je suis membre du comité directeur avec ce qui est un organe directeur et l'organe qui s'occupe du contenu de cette conférence. Peut-être que vous avez entendu lors de la cérémonie d'ouverture que la première conférence était en 2015. Nous avons également eu une autre conférence en 2020. Et aujourd'hui, il s'agit vraiment d'une très grande conférence, deuxième édition de cette grande conférence qui est un grand défi à relever. Alors, si vous avez lu tous les documents du comité directeur, l'objectif principal de cette session, dont l'acronyme est SSS, c'est d'identifier, et merci d'écouter avec beaucoup d'attention cette partie parce que la conclusion sera justement la réponse à trouver à toutes les questions qui ont été soulevées. Donc, renforcer les solidarités durables veut dire identifier des mécanismes solides de coopération, identifier les partenariats, les questions de gouvernance, les questions de financement, et puis au niveau adéquat, c'est-à-dire au niveau urbain et au niveau du bassin versant. Alors, je vais demander donc au docteur Angton Ur, qui est maintenant connecté du Myanmar, qui va nous présenter l'importance de la sécurité du fleuve Mekong.
Donc, ce sont les mots-clés de cette session. Donc, la sécurité, et puis on va écouter l'importance de la sécurité du fleuve Mekong liée au paysage aquatique contesté. Donc, l'orateur va nous présenter ce travail. Et justement, c'est un exemple du modèle pluridisciplinaire dont je vous ai parlé. Il s'agit d'un professeur en médecine et il s'agit également de quelqu'un qui est militant dans le domaine de l'environnement, qui s'occupe de la sécurité du fleuve Mekong, de la conservation et est impliqué dans de nombreuses activités de solidarité au sein de l'OMS et au sein de son pays. La question dans cette présentation est la suivante. La sécurité de l'eau dans la région du Mekong, qui est un des fleuves les plus divers au niveau écologique, qui traverse 6 pays. Donc, nous allons écouter la présentation. Je vous remercie. Mr. Ong Tan-o, the floor. Vous avez la parole. Bonjour. Bonjour, je viens du Myanmar et je voudrais vous présenter l'importance de la sécurité du fleuve Mekong liée au paysage aquatique contesté dans la région du Mekong, particulièrement en raison du changement climatique, du commerce des espaces sauvages, de la déforestation et de la dégradation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, cette recherche est portée sur la sécurité des sources du Mekong parce que c'est un sujet très important pour l'utilisation durable et la protection des systèmes d'eau. C'est une question très importante dans l'Asie du Sud-Est. Il y a également des questions transfrontalières entre les 6 pays, telles que la pollution de l'air et le suivi de la faune, l'utilisation de l'eau, le partage des ressources naturelles et les questions relatives à l'hydropolitique internationale et la géopolitique du fleuve Mekong deviennent de plus en plus importantes parce qu'il est important de pouvoir accéder aux ressources en eau parce qu'il y a les pays riverains qui se disputent cet accès alors que sa valeur économique et stratégique ne cesse de croître. Dans la région du Mekong, le fleuve Mekong est essentiel pour 5 pays, notamment pour leurs ressources naturelles et leurs écosystèmes. Cette recherche met principalement l'accent sur la sécurité de l'eau car elle est très importante pour la biodiversité et le maintien de l'environnement naturel et aussi le développement durable et le bien-être de l'homme. C'est une région qui est très importante et il y a des populations qui vivent à basse altitude et donc tout est étroitement lié au changement climatique et il y a peut-être un problème d'agriculture qui va mener à l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Alors, la biodiversité du bassin du Mekong est immense, même en comparaison avec d'autres régions d'Asie tropicale. Sa biodiversité est fondamentale pour la viabilité des moyens de subsistance ruraux basés sur les ressources naturelles d'une population de 60 millions de personnes vivant dans le bassin inférieur du Mekong. C'est une région relativement
pauvres. For the Mekong region, climate change is also existing and treating federal to the regional population, biodiversity, and the natural resources. Population grew and land use planning, economic. Il est important de bien utiliser la terre dans cette région et protéger et compenser la perte de biodiversité. Les méthodes qui sont utilisées sont des projets de développement du potentiel hydroélectrique du Mekong, mais ils ont été perturbés par la guerre, l'instabilité politique et la crise financière asiatique en 1997. Évidemment, il y a des barrages qui sont prévus. The food security and the livelihood of the people in Mekong Basin. Next slide, please. Il y a également donc des barrages qui sont la source principale du Mekong, constituant une menace majeure pour les riches pêcheries du fleuve. La Chine se tourne vers les voies d'eau transfrontalières afin de satisfaire sa demande croissante d'énergie. C'est la Chine qui devrait produire 500 gigawatts d'électricité à partir de l'énergie hydraulique. Après la construction de 2 de ces barrages par la Chine, on craignait que la cascade de barrages ne réduise les stocks de poissons et le flux de sédiments en aval. Et en 1994, la Thaïlande a achevé la construction du barrage de Pak Mun sur la rivière Mun, un affluent du Mekong. Il est devenu évident pour les communautés que leur vie était irrémédiablement changée par la construction du barrage, car les stocks de poissons restaient épuisés. Le barrage de Pak Mun pourrait servir d'avertir à la région. Les nouveaux barrages en construction prévoient également d'utiliser des passes de poissons telles que afin de minimiser l'impact sur la migration. Le Laos est l'un des pays les moins développés d'Asie du Sud-Est et son potentiel hydroélectrique. Donc, la Commission du Mekong MRC, dans un rapport, estime que le Laos est susceptible de recevoir 70% des recettes d'exportation générées par les 12 projets principaux. Constructed in the Mekong Mainstream. It is located in the Le barrage de Xagaburi, premier barrage laotien, a été construit sur le cours principal du Mekong. Il devrait produire 1260 mégawatts d'électricité, dont 95% seront exportés vers la Thaïlande dans le cadre d'un accord d'achat d'électricité signé en 2010. En 2011, le Cambodge et le Vietnam ont demandé l'arrêt du projet jusqu'à ce que des études d'impact frontalier soient réalisées. Il y a des négociations concernant les concessions. Ça va avoir un impact également sur la pêche. Deux barrages hydroélectriques dont la construction est prévue au Cambodge. Les responsables s'attendent à ce que cette source d'énergie réponde à plus de 75% des besoins du pays d'ici 2030. Actuellement, l'électricité est presque entièrement produite à partir de combustibles fossiles importés et les sources d'énergie alternatives sont limitées. Les barrages ne sont pas accessibles, non pas susceptibles de fournir un approvisionnement
ininterrompu. Des centrales électriques au charbon supplémentaires sont en cours de construction pour éviter les ruptures d'approvisionnement pendant la saison sèche. Le barrage saison est le plus grand projet électrique, mais les communautés agricoles qui ont été déplacées pour faire place au barrage se sont plaintes de ne pas avoir été indemnisées de manière adéquate. In the China and the Laos are likely to have impact on the Cambodia. Next slide, please. Et les barrages construits en amont de sa frontière en Chine et au Laos sont susceptibles d'avoir le plus grand impact sur le Cambodge. Le Vietnam est le pays le plus éloigné de la source du Mekong et celui qui risque le plus de subir les effets négatifs du développement en amont. Si elle a construit quelques barrages sur les affluents du Mekong, elle ne prévoit pas d'en construire sur le cours principal. Le climat de la région est en train de changer. Les températures moyennes dans la région ont augmenté de 2,5% entre 1979 et 2009. Les extrêmes climatiques devraient également s'accentuer. Le Mekong joue un rôle crucial dans l'économie des pays de la région. Également parce que la région abrite l'une des plus grandes pêcheries intérieures du monde. La valeur économique totale est estimée à 17 milliards de dollars, soit environ 3% du PIB combiné de la région. La pêche est le secteur le plus important du point de vue économique au Cambodge et au Laos, où il représente respectivement 18 et 12,8% de l'économie. Le Mekong possède entre 175 et 250 gigawatts d'énergie techniquement réalisable. La production de riz risque de souffrir de la diminution des nutriments qui atteignent le delta du Mekong et au Vietnam, ce qui aurait des répercussions sur la sécurité alimentaire et l'économie de l'un des principaux producteurs de riz. Et la construction de barrages est également susceptible de réduire la productivité des rizières. Les barrages hydroélectriques, s'ils sont construits, peuvent être une source de croissance économique pour la région en produisant de l'énergie et en créant de l'emploi et en permettant à certaines personnes de sortir de la pauvreté. Les barrages sur le Mekong vont piéger de grandes quantités de sédiments qui sont par ailleurs tout à fait vitaux pour réenrichir les sols. Et ceci aura un impact sur la région rizicole ainsi que sur les activités de pêche en réduisant ainsi la sécurité alimentaire. La gestion de la ressource en eau est une composante essentielle de la sécurité alimentaire et par conséquent, il faut améliorer cette gestion de l'eau au niveau national, ce qui nécessite une coordination des différentes agences impliquées. Il y a actuellement 10 millions de personnes qui sont dépendantes de cette zone, dans cette zone. Une grande partie en fait de l'Asie du Sud-Est dépend du fleuve Mekong pour assurer sa sécurité alimentaire. Et avec ces nouvelles installations qui visent un développement économique de la région, on peut penser que ceci se fera au détriment de l'agriculture traditionnelle. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Dr. Hong. Ce que vous nous avez présenté, c'est effectivement un défi très complexe parce que c'est toute une région que cela touche, l'Asie du Sud-Est, plus évidemment le fleuve Mékong. Et vous avez montré les différents niveaux impliqués et les défis environnementaux que cela pose. Et donc, je pense que votre contribution sera très intéressante pour le débat général. Et je peux d'ores et déjà vous dire ce que sera ma question à la fin de la séance de questions-réponses. Je vous demanderai quelles sont pour vous les menaces les plus importantes et quels sont en fait les défis se posant en matière de santé liés à l'exploitation du fleuve. Et je vous invite à garder cette question pour y répondre tout à l'heure. À l'heure actuelle, cette région comprend évidemment différents pays et ils ont des états de développement économique tout à fait différents. Les pays les plus développés, évidemment, recherchant particulièrement l'énergie qui peut être obtenue dans le cadre de construction de barrages. Et la situation actuelle est une crainte pour la dégradation sur l'environnement ainsi que l'impact que les barrages peuvent avoir sur la production agricole et de la pêche. Et nous avons dans au moins 5 des pays une agriculture traditionnelle et une activité de pêche traditionnelle qui sera fortement impactée par le développement hydroélectrique du fleuve. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose de passer aux 2 présentations qui suivent. Et je vais couvrir cela avec un chapeau. C'est les 2 interventions à venir par un chapeau global, parce que ces 2 interventions qui présentent le cas du Brésil sont intéressantes dans d'autres perspectives. Nous avons en fait 2 présentations, l'une qui sera faite par Amanda Carvalho, qui est étudiante en master, et je lui demanderai de présenter son équipe en fait lorsqu'elle prendra la parole, parce qu'il y a 6 personnes qui ont signé son papier et les auteurs sont membres des universités, mais viennent aussi de centres opérationnels de développement forestier, par exemple. Et il y a aussi des représentants de militants sur les questions environnementales. Et vous verrez que la présentation de M. Victor, quand il présentera son équipe aussi, clairement vous montrera là aussi qu'il y a ce mélange de différentes professions. Et j'ai oublié de le dire, mais je vais donner tout de suite la parole à Amanda Carvalho, que l'un des centres impliqués est un centre pour les études nucléaires. Donc, on a véritablement un panel très vaste, un éventail très vaste d'auteurs, ce qui correspond d'ailleurs à ce que la conférence avait demandé. Et je donne sans plus attendre la parole à Amanda Carvalho.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez tous? Je vais commencer par me présenter. Je fais mon master en recherche au sein de l'Institut de recherche nucléaire et j'ai une bourse pour cela. L'autre auteur, Eleni Rodriguez, est chercheuse et conseillère auprès du secrétariat de l'État de São Paulo pour les infrastructures et elle travaille également avec moi au sein de l'Institut de recherche nucléaire. Nous avons également une autre personne qui est étudiante en licence. Nous avons le docteur François Jacquino, qui est professeur et chercheur à l'Institut de recherche nucléaire. Nous avons ensuite Rodrigo Mendoza, qui est coordinateur des commissions parlementaires au sein du Parlement, et Marcelo Gomes Sodré, qui est à l'Université de São Paulo et qui est coordinateur de l'Institut de recherche nucléaire. Donc, comme vous voyez, il y a une très forte multidisciplinarité dans notre équipe. Et la présentation que je vais faire ici concerne les recherches que nous avons faites sur les mégapoles, la vulnérabilité au climat et les déplacements liés à l'environnement. Donc, le changement climatique et l'urbanisation est certainement l'un des défis les plus importants rencontrés par l'humanité aujourd'hui, avec une augmentation rapide des émissions de gaz à effet de serre et d'urbanisation. Ceci a un impact sur les habitats et les populations avec une augmentation de la mobilité urbaine cyclique des zones rurales vers les zones urbaines, aussi bien inter que intra-pays. Et nous avons également un nombre croissant de migrants et de déplacements, ce qui a évidemment un impact sur les zones en particulier vulnérables. Ces zones vulnérables ont des concentrations d'actifs et sont très vulnérables au changement climatique. Des centaines de millions de personnes risquent potentiellement d'être affectées par l'augmentation du niveau des mers, par les cyclones, par les tempêtes et par aussi des événements météorologiques extrêmes, aussi en termes de chaleur. Donc, il est intéressant de voir et d'évaluer l'interdépendance entre urbanisation, vulnérabilité climatique et déplacements liés à l'environnement dans les mégapoles du monde. Dans les mégapoles sont des lieux de forte vulnérabilité en matière d'impact du changement climatique et avec aussi un besoin à développer des réponses coordonnées pour gérer les défis futurs. Donc, selon la Convention 4 sur le changement climatique des Nations Unies, il peut y avoir des impacts qui peuvent être attribués directement ou indirectement à l'activité humaine. Et les projections nous montrent que la température de la surface des océans va continuer d'augmenter au cours du siècle et seront supérieures de 1,5 degré d'ici à la fin du siècle au minimum. Un grand nombre d'aspects du changement climatique nous montre qu'au moins 20% du dioxyde de carbone va rester dans l'atmosphère pendant les siècles à venir.
Dans la période qui va de 2014 à 2018, la température moyenne globale a augmenté de 1,04 degrés par rapport à la température de référence. Dans ce contexte, il est important de regarder quels sont les processus qui contribuent directement au changement climatique, mais aussi au bien-être humain. L'on voit une dégradation croissante des écosystèmes et de la capacité de ces écosystèmes à fournir des services écosystémiques avec des impacts sur la santé et sur la situation sociale. 30% de la population mondiale vit dans des mégapoles qui sont concentrés dans 20 pays seulement. Alors, bien sûr, si ces mégapoles offrent des opportunités financières, culturelles et sociales à ses habitants, elles présentent en général un certain nombre de problèmes liés à une mauvaise occupation des sols, des problèmes d'infrastructure, de pénurie d'eau, de pollution de l'air, de congestion automobile, avec des conséquences et des défis importants pour la santé, les conditions sociales et l'environnement. Et l'urbanisation dans les pays en développement ne se traduit pas nécessairement par une croissance économique. Les mégapoles sont également des points d'entrée principaux pour les migrants. Ce sont des points de destination des migrations. Et donc, par conséquent, la migration doit être intégrée dans tout ce qui concerne la planification et la gestion des villes et des systèmes urbains. Il faut travailler en particulier sur tout ce qui concerne l'impact de l'environnement sur les migrations. Donc, les autorités locales en particulier sont soumises à des pressions particulières en matière d'infrastructures et de logement. L'impact du changement climatique va varier selon les régions, mais ce est le plus intense dans les environnements les plus vulnérables. Donc, le lien entre l'environnement et la migration est de plus en plus étudié en raison donc des conséquences de la dégradation de l'environnement et des catastrophes naturelles. Un migrant est une personne qui va dans un autre lieu de résidence, que le mouvement soit volontaire ou involontaire, et quelle que soit la cause de cette mobilité. Donc, il y a un certain nombre de concepts clés sur la mobilité humaine, que sont le déplacement, donc une situation où les personnes sont obligés de quitter leur lieu de vie, la migration, qui sont des mouvements qui sont pour la plupart volontaires, et la relocalisation ou le rétablissement planifié. Donc, un rétablissement qui est planifié, organisé, qui est supervisé et encouragé par l'État. Aujourd'hui, les migrations climatiques et environnementales sont caractérisées principalement par le fait que ce sont des migrations de faible distance avec une composante forcée, c'est-à-dire que les gens sont vraiment forcés de partir de leur environnement, et on est principalement dans le cadre de migration sud-sud. Même si l'on parle beaucoup des migrations internationales, ce sont les déplacements internes qui correspondent à la plus grosse part des flux migratoires, en particulier lorsque l'on parle de causes liées à l'environnement. Donc,
ces déplacés représentent 270 millions de personnes déplacées. Par ailleurs, l'on a un nombre croissant de personnes qui se déplacent à l'intérieur d'un même territoire. L'on pense d'ailleurs que les chiffres sont sous-estimés en raison de la difficulté à identifier et suivre ces groupes. Ceci en particulier sur la période 2009-2019, où l'on évalue ces personnes à 345 millions, avec 20% en raison de catastrophes, 25% en raison d'environnement de conflit. Selon l'Office des Nations Unies sur la lutte contre les catastrophes, l'on voit que les conditions d'exposition et de vulnérabilité se sont renforcées à la fois avec des conséquences humaines et matérielles. Plus récemment, de nombreuses catastrophes ont augmenté le nombre de personnes déplacées en touchant quelques 140 pays en 2019. Ce qui correspond à 3 fois ce que l'on avait dans les déplacements passés. Ces communautés déplacées sont particulièrement vulnérables et ont peu de possibilités de revenir à leur niveau de vie antérieur. Des mesures peuvent être prises pour éviter les déplacements et pour travailler à des stratégies de relocalisation. Phénomènes comme l'élévation du niveau de la mer, le stress thermique, les précipitations, les inondations, les glissements de terrain, les sécheresses, etc., auront un impact profond sur les fonctions urbaines, les services et les infrastructures, avec le potentiel d'exacerber les tensions existantes. Je suis désolée, j'ai un petit souci avec mon ordinateur, dit l'orateur. Alors, l'évaluation des scénarios futurs, des menaces qui pèsent sur les mégapoles, dans un scénario optimistique, l'élévation du niveau de la mer serait de 0,5 mètres. Nous avons également identifié des débits de déplacement qui étaient très élevés. Nous avons fait cette simulation afin de mieux comprendre la relation entre les mégapoles, le changement climatique et le niveau de la mer. Nous avons évalué un scénario futur de menaces et nous avons également analysé un scénario optimiste d'une élévation de 0,5 mètres. Nous avons pris en compte des informations venant de différentes organisations, notamment la division de la population des Nations Unies. Nous avons évalué l'impact du changement climatique. On a fait une carte interactive avec différents niveaux d'augmentation du niveau de la mer et nous avons incorporé les résultats et les destinations des migrations. Donc, voilà les résultats que nous avons obtenus qui montrent les populations et l'impact du niveau de la vie et les destinations des migrations. Ceux qui sont impactés sont en rouge. Tokyo, par exemple, une des plus grandes villes du Japon, est une destination de migration, est également impactée par l'augmentation du niveau de la mer. Delhi
n'est pas impacté directement par l'élévation du niveau de la mer. Donc, ainsi, nous avons fait cette évaluation pour tous les mégapoles et les résultats sont alarmants. On voit que 63% seront affectés par l'élévation du niveau de la mer avec des implications de 343 millions de personnes qui seront affectées et 21% des destinations seront des destinations internationales. Il y en a 12 qui sur l'ensemble de ceux qui sont affectés, 12 qui seront très fortement affectés par le niveau de la mer. Donc, il y a l'élévation du niveau de la mer, mais également des événements climatiques extrêmes, des cyclones. Donc, la question n'est pas s'il y aura un impact entre les mégapoles et migration à cause du changement climatique, mais quand cela se produira et quelles sont les mesures que nous devons prendre. Alors, si on écarte les grandes villes du littoral, il y a d'autres mégapoles qui sont également des destinations de migration internationale qui sont également impactées par l'élévation du niveau de la mer. L'impact du changement climatique se fera ressentir par 142 millions de personnes. Nous avons des mégapoles au niveau des côtes et maintenant, il y aura la tendance contraire. Il y aura un déplacement du littoral vers l'intérieur, vers les terres. One more, please. So understanding. Alors, comprendre ces flux vers l'intérieur et l'extérieur et le niveau d'impact sur les mégavilles, il faut prendre des mesures pour atténuer l'impact de ces migrations. Il faut des systèmes urbains capables de recevoir ces grandes populations. Actuellement, il y a le débat politique et académique qui représente une version limitée du problème. En général, il y a des corrélations au niveau local et régional et mondial et qui ont un impact sur la mobilité. Ce cadre permettra d'adopter de bonnes politiques publiques et préparer la mobilité environnementale, inclure tous ceux qui sont impactés par ce nouveau contexte. Les mégapoles seront impactés de façon négative et auront donc et ils seront des destinations de flux migratoires. Ça va augmenter les gaz à effet de serre, donc il faut des mécanismes d'adaptation et également d'atténuation. Il faut une bonne planification de toute urgence. Merci beaucoup de votre attention. Thank you very much, Amanda Carvalho. Merci beaucoup, Amanda Carvalho. Merci de votre présentation très synthétique. Je suis sûre qu'il y aura des questions sur ce que vous avez présenté. Alors maintenant, je vais rebondir sur les éléments
d'introduction pour Victor Rodrigo Antonio Braga Moraes, qui va faire donc la prochaine présentation. Mr. Rodrigo. Can you hear us? Yes. Okay, the floor is Vous avez la yours. parole. Okay. I think you should move one slide back. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît, dans ma présentation? Oui. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter, de vous présenter également, présenter votre équipe parce que vous êtes directeur et coordinateur d'une équipe et ce serait bien que vous puissiez présenter votre équipe. Il y en a 7 en tout. Il y a des étudiants, il y a des chercheurs, il y a des professionnels. Donc, merci de prendre quelques instants pour nous expliquer qui vous êtes et puis quels sont les défis qui se posent par ce projet extrêmement fascinant sur la réserve de biosphère de la ceinture verte de la région de Sao Paulo. Merci, merci. Bonjour à tous. Je suis Rodrigo Victor. Je travaille pour la Fondation des forêts de l'État, une organisation qui gère les aires protégées par l'État. Avec mon collègue Gustavo, nous venons de la Fondation des forêts et ensuite nous avons 3 autres collègues également qui viennent de l'Institut de recherche environnementale, Amanda Rodriguez de Carvalho, Gusta Eligardo de Luca, Dr. Denise Bicudo. Nous avons notre collègue Jean-Paul Metzger, qui est de l'Université de São Paulo. Elle est professeure là-bas. Et Amanda Rodriguez de Carvalho est ma collègue qui vient de présenter une présentation avant moi. Elle est donc une doctorante à l'Institut de recherche nucléaire. Merci. Alors, donc, il s'agit là de la ceinture verte de la ville de São Paulo qui a été nommée site de l'UNESCO de 1994. C'est une grande région avec pratiquement 2,3 millions d'acteurs, une population de 25,4 habitants, y compris la zone périurbaine de São Paulo, qui est une des plus grandes régions. Cette région, au niveau national, n'est pas très grande, mais qui produit pratiquement 20% du PIB du Brésil et est composée de 78 municipalités. Notre travail cherche à évoquer 2 questions complémentaires. D'abord, de mettre en exergue les réserves de biosphère de la ceinture verte comme une région importante pour la sécurité hydrique. Et puis, nous allons vous montrer l'expression hydrique de ce territoire et nous faisons le plaidoyer des réserves de biosphère et le cadre géographique et conceptuel comme outil de gestion intégrée de la biodiversité et des services de l'écosystème pour le bien-être humain. Tout d'abord, afin de mettre en exergue l'importance de ce territoire pour la sécurité en eau,
nous avons utilisé 4 approches méthodologiques différentes. Nous avons montré les chiffres de la réalité hydrologique de la région. Nous avons fait une analyse spatiale en venant des données d'une enquête primaire qui montrait les bassins et les systèmes hydriques qui étaient utilisés pour approvisionner São Paulo et Santos en eau. Donc, l'approche était donc sur chaque bassin et chaque système hydrique. Ça, c'était la première approche. Deuxième approche est une approche d'analyse multi-échelle des permis d'utilisation d'eau dans cette réserve de biosphère et les aires protégées clés au sein de cette ceinture verte. Nous avons ensuite analysé les 3 aires protégées les plus importantes et leurs zones tampons qu'on appelle les hotspots hydriques, étant donné leur importance pour ce qui est l'adduction d'eau publique pour les ménages. Nous avons également fait une analyse de l'utilisation et la couverture des terres de 3 bassins et de 3 systèmes d'alimentation en eau afin de calculer la modification de cette couverture et l'utilisation des terres au fil du temps. Voici une carte de la région. En rouge, on voit la frontière des réserves de la biosphère. Ensuite, on voit les aires marines et les aires terrestres. Au milieu, il y a la région périurbaine de São Paulo. Au sud, nous avons la zone périurbaine de Santos, qui est pratiquement intégralement à l'intérieur de la biosphère. São Paulo, c'est 22 millions. Santos, c'est 2 millions de personnes. Et puis, au nord, il y a le système le plus important d'adduction d'eau, qui est le système de Cantareira, qui se trouve en bleu. Une partie de ce système se trouve au sein de la réserve de biosphère et le reste se trouve à l'extérieur dans un État voisin qui s'appelle Minas Gerais. Je vais partager 2 tableaux avec vous qui montrent un certain nombre de nos résultats. Premier tableau, c'est sur le système d'approvisionnement en eau pour la zone périurbaine de São Paulo et de Santos dans 2 périodes différentes. Ce sont des chiffres exprimés en termes de approvisionnement total en eau à ces zones périurbaines. Donc, il y a 2 périodes qui ont été analysées. En 2013, l'analyse a été faite. Entre 2013 et 2015, nous avons connu une crise en eau très importante qui a eu un impact sur la région à cause des précipitations anormales qui ont mis en exergue les vulnérabilités de notre système et qui nous a obligés à repenser la résilience de ces systèmes. Par exemple, pour ce qui est de l'infrastructure qui devait être construite et sur la question de comment
faire pour que ces systèmes soient plus robustes et également réfléchir à l'infrastructure verte et savoir comment nous devions protéger les bassins versants, la végétation nationale, protéger les sources d'eau afin de garantir la sécurité en eau, une eau suffisante en termes de qualité et en termes de quantité. Donc, c'était une étude qui cherchait à examiner à quel point les réserves étaient autosuffisantes pour l'adduction d'eau à ces deux régions. La région de São Paulo est approvisionnée quasiment à 90% de l'eau venant de la biosphère. 100% de l'eau est stockée au sein des réservoirs dans la réserve de biosphère. Pour ce qui est de la zone de Santos, 100% des débits d'eau et 100% d'eau qui est stockée se trouve à l'intérieur du territoire de la biosphère. Donc, c'est une façon de démontrer pourquoi ce territoire est absolument critique en termes de sécurité en eau. Spots that are water flow granted for public supply, industrial, agricultural uses. We did a special analysis in 12,500 withdrawal spots. In terms of public supply, well, this effort was to compare the water withdrawal within the biosphere reserve to the overwater in the state of São Paulo. The biosphere reserve, the São Paulo Greenbelt area, is just 7.5% of the whole state of São Paulo. La zone de la ceinture verte, en fait, génère 17% de l'eau potable et 72% pour l'alimentation en eau du public et également 18% pour l'utilisation industrielle. Ce qui est très important parce que São Paulo représente 30% du PIB national, donc il est tout à fait critique d'assurer l'alimentation en eau de cette zone. Et puis, l'utilisation moins importante dans la ceinture verte en termes de volume d'eau, c'est l'usage agricole qui est fait de cette eau, mais ça reste important pour certains petits producteurs qui sont situés autour de la ville. Donc, en termes de volume, ce n'est pas très important, mais par contre, en termes d'impact et de conséquences sociales, ceci est tout à fait pertinent. La réserve de biosphère étant un territoire si critique pour l'alimentation en eau, mais en même temps aussi un territoire qui alimente également beaucoup d'autres services écosystémiques, nous pensons que cette réserve de biosphère doit être utilisée de façon plus systématique pour la gestion de l'ensemble du territoire autour des métropoles de São Paulo et de Santos. Donc, à la lumière des scénarios qui montrent un renforcement de l'urbanisation dans des zones tout à fait critiques pour la préservation et la conservation de l'eau et les différents impacts du changement climatique, il faut des politiques
robuste, il faut une planification, il faut des actions solides qui doivent être mises en place pour assurer l'alimentation en eau de cette zone. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette zone étant tout à fait critique sur le territoire et en particulier en matière de sécurité en eau. Il faut des bonnes infrastructures qui doivent permettre de renforcer les investissements dans les infrastructures écologiques afin de renforcer la résilience écosystémique et leur capacité à assurer une fourniture, une alimentation en eau de bonne qualité. Les perturbations futures dans l'alimentation en eau ont le potentiel de toucher le bien-être de quelques 25,4 millions de personnes et au final aussi l'ensemble de l'économie brésilienne. Et le cadre de gestion apporté par cette ceinture verte devrait être utilisé de façon plus efficace pour permettre l'intégration des politiques à différentes échelles et la promotion de solutions qui sont favorables à l'environnement. Donc voilà quels étaient les points que je souhaitais discuter avec vous et je serai très heureux de poursuivre la discussion avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rodrigo. C'était tout à fait passionnant. Et même avant de lancer la séance de questions-réponses, si vous me le permettez, moi, j'aimerais vous poser une question sur ce projet qui, comme vous l'avez dit, est tout à fait critique pour la sécurité en eau, pour préserver les ressources en eau. À votre avis, et de l'avis de votre équipe, quelle doit être la priorité aujourd'hui pour répondre aux objectifs de cette session, puisque l'on parle ici de renforcer les solidarités durables par le biais de mécanismes de coopération, de gouvernance, etc. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui est de plus urgent à faire? Dans notre cas, nous avons des systèmes d'alimentation en eau critiques qui sont déjà à leur limite de capacité. Nous n'avons pas beaucoup d'autres capacités en eau pour permettre une croissance démographique ou des pertes en eau, par exemple, dans les canalisations. Et par ailleurs, on ne peut pas se permettre la moindre pollution de l'eau qui viendrait compromettre l'alimentation du public. Donc, il faut réfléchir à ce qui peut être le plus efficace sur la façon dont on développe nos zones urbaines, parce que les zones urbaines, évidemment, ont un impact considérable sur la pollution des eaux et aussi un certain nombre d'établissements humains illégaux dans les réservoirs, au niveau des réservoirs d'eau. C'est un vrai problème pour ce qui concerne la viabilité de ces réservoirs à moyen et à long terme. Mais il faut également réfléchir à la façon de mettre en place les politiques publiques, aussi bien en ce qui concerne les incitations économiques, ensuite l'application, et puis un ensemble de mesures qui peuvent préserver autant que possible ces zones vertes, qu'elles restent vertes, et l'on ne peut pas permettre que l'urbanisation se poursuive si l'on veut assurer une alimentation en eau pour ces deux métropoles. Et la bonne nouvelle, c'est que
Dans notre analyse sur différentes années, nous avons vu que la déforestation n'était pas aussi importante que ce que l'on aurait attendu. Donc, il y a bien sûr un grand nombre de défis, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités pour nous pour aller de l'avant. Et par ailleurs, pour revenir au thème de cette session, je crois qu'il y a beaucoup de coopération qui pourraient être mises en place, aussi bien avec nos voisins d'Amérique latine, pour voir comment ils mettent en place des solutions pour les mégapoles, mais aussi avec d'autres régions du monde. Par exemple, New York est un bon exemple en matière de gestion du bassin hydrologique, préservation des espaces verts et mise en place d'incitations économiques pour les propriétaires fonciers pour laisser ces zones vertes. Et donc, je pense qu'il y a matière à échange et à coopération très certainement afin d'assurer l'alimentation en eau pour ces zones extrêmement critiques et très peuplées. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse qui ouvre aussi des perspectives, effectivement, dans ce nouveau cadre. Et je dois dire que il y a 2 ans, j'ai été invitée par le SADEST. J'ai visité cette zone. Je connais São Paulo et en particulier tout ce qui concerne l'aménagement du territoire. Et je vois que dans votre projet, il y a un certain nombre de mots-clés qui s'inscrivent tout à fait dans nos conclusions. Alors, je parle sous le contrôle d'autres organisateurs, mais je crois que je regarde s'il y a des questions qui ont été posées déjà. Non, pas à ce stade. Alors, peut-être que l'on pourrait demander à Amanda Carvalho d'expliquer de façon plus détaillée ce qu'il y a derrière ce tableau de mégapole. Ça, c'est vraiment ce que vous avez présenté, sera très utile pour la prochaine conférence de la série, parce que vous avez montré très clairement les différentes tailles des mégapoles, si elles sont impactées, non impactées, leur vulnérabilité au changement climatique. Et donc, ce serait très intéressant peut-être de demander à Amanda, qui représente cette grande équipe, de nous expliquer brièvement comment vous avez travaillé avant d'aller sur le terrain avec toutes ces données scientifiques que vous avez construites. Je pense que c'est une méthode très intéressante. Merci. Est-ce que l'on pourrait peut-être remettre le tableau à l'écran, peut-être? Je ne sais pas si c'est possible. Le tableau que j'ai montré tout à l'heure dans ma présentation. Ce que nous avons fait, ça a été essayer de voir comment l'augmentation du niveau des mers impacterait les mégapoles. Et c'est vraiment par hasard que j'ai trouvé cette plateforme qui s'appelle Resource Watch et qui vous permet de faire des simulations sur justement l'impact de l'augmentation du niveau des mers sur les villes. Donc, j'avais une petite vidéo que je n'ai pas pu inclure dans ma présentation, mais est-ce que vous pouvez me montrer le tableau que j'ai présenté tout à l'heure? Merci beaucoup. Ce que nous avons fait, ça a été donc de nous mettre sur cette plateforme Resource Watch, rentrer dans la base de données
Nous avons regardé les prévisions en matière d'augmentation du niveau de la mer et l'on avait d'ores et déjà une liste des mégapoles. Donc, on a fait une recherche sur chacune de ces mégapoles sur la plateforme et nous avons impacté d'une augmentation de 0,5 mètres et nous avons pu voir quelles étaient les villes qui allaient être impactées par cette augmentation du niveau de la mer sur la carte. Et donc, en fait, les villes affectées dans cette projection passaient en bleu sur la carte et ceci nous a permis de voir quelles seraient les villes qui seraient impactées. Bien évidemment, ceci n'est qu'une projection, mais elle est assez réaliste. Donc, nous avons pris la liste des mégapoles du monde et nous avons pu voir ensuite, et nous avons regardé aussi si c'était des villes de migration ou pas. Bon, je n'ai pas pu mettre l'ensemble du tableau ici sur mon document parce qu'il y a d'autres mégapoles, mais certaines des mégapoles ne sont pas des destinations de migration. Celles qui sont ici le sont pour la plupart, mais certaines ne le sont pas. Et donc, on a regardé si elles étaient impactées ou pas par l'augmentation du niveau des mers. Donc, par exemple, Tokyo est une destination de migration et sera impactée directement par l'augmentation du niveau de la mer. Delhi est aussi un lieu de une destination de migration, mais ne sera pas impactée par l'augmentation du niveau de la mer. Donc, on a regardé une par une chacune des villes pour construire ce tableau. Voilà ce que nous avons fait. Voilà, je ne sais pas si ceci répond à la question que vous m'avez posée. Merci beaucoup. C'est effectivement des éléments très intéressants pour les recherches futures aussi, pas simplement pour votre projet, pas seulement pour votre projet, mais GEBR. Alors, une autre question que je pose aussi à Monsieur Victor. Est-ce que l'équipe a discuté de la possibilité de changer d'échelle, par exemple pour inclure une analyse locale, par exemple liée aux déplacements, aux migrations, etc., dans différentes villes du monde? Parce que là, je vois la liste et je connais un bon nombre de ces mégapoles et je me demande comment est-ce que l'on pourrait inclure davantage de villes, ce qui donnerait une perspective ethnologique, locale sur l'alimentation en eau, genre de choses qui vont être analysées dans d'autres sessions de cette conférence. Mais est-ce que votre équipe a donc envisagé, Monsieur Victor, vous m'écoutez? Oui. Est-ce que vous avez donc envisagé de passer de cette très grande échelle, parce que GBBR inclut même aussi l'océan Atlantique, comme on a pu le voir sur la carte. Est-ce que vous avez envisagé, si c'est pertinent ou si c'est intéressant, de passer disons, à une micro-échelle? Je vous en prie. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a de nombreux exemples intéressants à des échelles très locales. Des exemples très intéressants d'assainissement, de restauration, de remise en état et de bonnes pratiques d'urbanisation ou de réurbanisation. Je crois que le plus grand défi dans notre cas, parce qu'on a regardé en fait,
au niveau de macro-échelle pour combiner plusieurs bassins et plusieurs territoires en matière de sécurité de l'approvisionnement en eau. Et donc, je crois qu'entre-temps, on a aussi beaucoup progressé à plus petite échelle. Et pour nous, dans notre cas, le grand défi, ça va être justement de définir les politiques au niveau macro. Mais il y a un certain nombre de cas très complexes, aussi au niveau à petite échelle. Par exemple, pour les réservoirs où il y a une urbanisation plus forte, qui nécessitera des décennies de travail pour réorganiser l'assainissement, pour travailler à l'éducation environnementale et pour mettre en place des politiques. Mais effectivement, oui, dans notre cas, il est très important de travailler simultanément à toutes les échelles, effectivement. Parce qu'à toutes les échelles, il y a des problèmes et il y a des politiques qui peuvent être mises en place, quelle que soit l'échelle, absolument quelle que soit l'échelle. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est en train de se produire. Mais je crois que le message principal, c'est que si l'on utilise de façon plus cohérente, de façon plus efficace, la réserve de biosphère comme outil de gestion intégré, peut-être que l'on pourrait offrir des solutions supplémentaires à celles qui sont d'ores et déjà mises en place chez nous et en général dans les politiques d'alimentation en eau. Merci beaucoup. Merci pour ces idées. Peut-être avant de conclure cette session de questions-réponses, peut-être que Dr. Hong souhaiterait dire quelque chose. Il nous reste 3 ou 4 minutes. Est-ce qu'il est encore connecté ou pas? A priori, oui. Merci. Je ne sais pas, vous avez entendu la question, Dr. Hong. Est-ce que vous voulez rajouter une remarque? Nous avons juste 3 minutes. 3 minutes seulement. Merci. Your microphone, is it on, doctor? Docteur, est-ce que votre micro est allumé? Est-ce que vous pouvez rallumer votre micro, s'il vous plaît? Votre micro est désactivé. Alors, je n'ai pas vraiment entendu la question. Ma question était la suivante. Après avoir écouté les autres collègues, si vous aviez éventuellement une remarque à faire, est-ce que vous voulez dire quelque chose ou rajouter quelque chose? Oh, question-réponse, il ne nous reste plus qu'1 minute, malheureusement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en ce qui concerne un engagement fort?
Merci aux autres orateurs. Je voudrais dire que les changements climatiques, l'eau, les migrations des populations, ce sont des considérations très importantes lorsqu'il s'agit des efforts d'urbanisation, lorsqu'il s'agit de la planification urbaine. Il faut prendre tous ces aspects en considération. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, nous avons entendu toutes les différentes échelles, donc l'échelle urbaine et l'échelle régionale. Et maintenant, si vous me permettez, je vais vous faire une petite proposition des éléments clés qui découlent de cette session. Alors, j'ai regardé toutes les présentations et je pense qu'il y a beaucoup de questions concernant les mécanismes de coopération entre les différents ministères au niveau financier, technologique, scientifique, économique. Évidemment, nous n'avons pas de réponse à tous, mais il y a 4 mots qui apparaissent à répétition. D'abord, c'est dans le titre des mégapoles, l'urbanisme et le changement climatique, à savoir les 3 points d'interdépendance. Donc, les mots-clés sont les suivants. Le premier mot-clé que j'ai pu observer, c'est le mot interdépendance. Et il y a également ce mot dans un titre. Le deuxième mot qui apparaît, c'est la planification. Au début, c'est quelque chose qui est apparu comme justement la planification, c'est-à-dire les différentes phases, les différentes étapes à suivre. Et nous avons remarqué que la planification a été évoquée dans le cadre régional par Dr. Hong et par Dr. Carvalho, également dans sa grande présentation sur les GVPR. Et puis, il y a également des préoccupations concernant les questions de gouvernance, les questions administratives, c'est-à-dire comment peut-on obtenir et renforcer ces solidarités durables à tous les niveaux. Donc, nous avons entendu parler de la gouvernance. Nous avons également entendu la coopération et le financement et on nous a dit également que tout cela doit se faire au niveau le plus approprié, à savoir le niveau urbain et également le niveau du bassin versant. Alors, ce lien a été évoqué dans toutes les présentations et ça, c'est un vrai problème au niveau méthodologique et pour les chercheurs qui travaillent dans le domaine de l'eau. D'un côté, il y a l'hydrologie et de l'autre côté, il y a la gestion urbaine. Et il faut réconcilier les deux. Et il faut reconnaître qu'il s'agit effectivement d'un facteur très important. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été oublié? Est-ce qu'il y a un autre mot-clé qui a été oublié? Personne ne veut prendre la parole, donc peut-être qu'il n'y a pas eu d'oubli, mais si c'est le cas, vous pouvez nous envoyer le mot par mot-clé. J'espère que nous allons pouvoir préparer les collaborations futures, d'écrire ensemble. C'est vraiment très difficile d'avoir toutes ces rencontres exclusivement numériques, mais il faut continuer le dialogue, même si ce n'est qu'un dialogue numérique, jusqu'à ce qu'on arrive à se réunir tous ensemble en présentiel. Pour conclure, une des leçons clés, un des enseignements clés que nous pouvons tirer de ces différentes présentations,
c'est la suivante. Alors, pour ce qui est de l'équipe de GPPR, je dirais qu'effectivement, il faut faire le plaidoyer en faveur de ces projets, tous ces projets qui ont été présentés, et j'espère vous revoir très bientôt. Sur ce, je voudrais vous remercier de votre présence et de votre coopération. Merci beaucoup, Madame, et merci à tous les orateurs pour leur présentation très intéressante. Merci également, chers participants, pour votre intérêt. Restez en ligne. Il y a 3 autres sessions parallèles à 14 heures pour parler de la gouvernance et des différentes modalités de coopération. Et il y a également une autre session sur l'Europe et l'Amérique du Nord qui va.